Alors, merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Je vais commencer par vous divulguer que j'ai aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit, aucune société pour laquelle je suis payé et aucun organisme qui est impliqué dans le don d'organes. Ça a l'air un peu pompeux, mais c'est ça. Alors, le plan que je vais essayer de suivre aujourd'hui avec vous, en guise d'introduction, je vais vous parler de la pénurie du don d'organes. Le problème vient de là. On manque d'organes pour les patients qui sont sur les listes d'attente. Après ça, on va parler des processus. Le don d'organes, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Il y a plusieurs techniques qui sont en développement. Vous ferez attention, il y a beaucoup d'acronymes. J'ai fait comme à la faculté de médecine, le CRA. On met des lettres avant tout pour faire des mots. Puis il y en a qui sont de mots crus, alors il faut faire attention. On va parler des différents processus. Le don d'organes après décès neurologique, après décès cardio-circulatoire. Vous allez voir, le comité de bioéthique du chat, on nous avait demandé de regarder les nouvelles façons de faire, notamment le DDC. Une nouvelle problématique qui est apparue dans la littérature en éthique, qui est l'abandon du Dead Donor Rule. Et comme on va avoir la loi 52 qui devrait être mise en application prochainement, ce qui est déjà dans la littérature, c'est le don d'organes après euthanasie. Pour essayer de vous envoyer quelques messages que j'aimerais que vous reteniez à la fin de tout ça, puis on pourra discuter. La pénurie du don d'organes, en fait, ça, c'est un tableau qui est tiré d'un article du New England récent, il y a à peine un mois, qui vous montre comment évoluer le nombre de donneurs en Amérique. Ça, c'est aux États-Unis dans les 10 dernières années. Alors, vous voyez que le nombre de donneurs, ce qui est important de voir là-dessus, c'est que le nombre de donneurs plafonne. On n'est pas capable d'avoir plus de donneurs d'organes pour différentes raisons. En bleu, ici, vous voyez en haut, c'est les donneurs vivants. C'est des gens qui acceptent de donner leur rein à quelqu'un de leur famille, de leur vivant. C'est beaucoup plus populaire aux États-Unis que ce ne l'est au Canada. En rouge, ici, vous voyez le nombre de patients qui donnent leurs organes après décès neurologique. On voit aussi qu'il y a un plafonnement qui est là pour différentes raisons. Les techniques en soins intensifs sont beaucoup plus agressives. Je ne sais pas si les patients ont des meilleurs pronostics, mais ils vont survivre plus souvent à leur drame neurologique. Et comme il y a un plafonnement du nombre de donneurs, on voit qu'on essaie de développer des nouvelles technologies. Ce que vous voyez ici en rose, c'est ce dont on va parler beaucoup. C'est le don d'organes après décès cardio-circulatoire qui est en augmentation, mais qui semble rester autour de à peu près 15 % des donneurs. Ce pourquoi il y a une pénurie d'organes, vous le voyez, il y a un plafonnement des donneurs, mais c'est les listes d'attente qui sont en croissance toujours parce que le nombre d'indications pour se faire transplanter des organes sont en explosion. Alors, avant, on considérait que passé 40 ou 50 ans, on ne pouvait pas greffer un cœur. Maintenant, on en greffe pour plein de choses et pour des maladies pour lesquelles on ne l'envisageait pas avant, comme la fibrose kystique. Maintenant, on peut greffer des poumons, des choses qui étaient folles. Mais la pénurie, ce que je veux que vous reteniez, n'est pas due au plafonnement du nombre de donneurs, mais due au nombre d'augmentation des indications. Pour vous dire qu'aux États-Unis, il y a à peu près 40 patients par jour qui vont décéder sur les listes de greffe, surtout pour les organes comme les poumons et les cœurs. Maintenant, première chose qu'on va aborder, c'est une chose qui est assez classique, qui s'appelle le don d'organes après. Je m'excuse en partant, il va y avoir beaucoup d'aspects techniques parce que pour comprendre les enjeux éthiques, il faut vraiment regarder de près quelles sont les stratégies que les gens ont utilisées. Alors, le don d'organes après décès neurologique, c'est ce que vous connaissez probablement tous, qui se pratique de façon large partout en Amérique depuis à peu près une trentaine d'années. Alors, les patients qui sont éligibles au don d'organes après décès neurologique sont les patients qui ont des drames neurologiques gravissimes, des catastrophes, des patients qui ont des gros traumas crâniens, des AVC qui soient hémorragiques ou thrombotiques, qui ont une pathologie qui est très grave, pour laquelle les patients sont amenés à l'hôpital et quoi qu'on fasse rapidement, souvent même c'est en quelques heures, mais en dedans de quelques jours, peu importe les interventions qui sont faites, ça mène à une mort cérébrale. C'est-à-dire que les fonctions du cerveau sont complètement perdues. Les critères sont établis. Ça a évolué sur à peu près une période de 30 ans, fin des années 70, parce que la greffe de cœur a commencé. Les critères ont été initialement faits par les gens de l'Université Harvard et il reste encore une zone d'ombre parce que les critères, même s'ils sont établis, sont différents d'un pays à l'autre. Les Américains prennent ce qu'on appelle le whole brain dead. On espère que toutes les fonctions cérébrales sont complètement disparues,
Alors qu'ici au Canada, le dernier consensus, c'est qu'on utilise les critères du brainstem dead, c'est-à-dire les critères de mort du tronc cérébral. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de pathologies qui se recoupent, mais ne sont pas mutuellement exclusives. Donc, il y a encore une zone d'ombre et il y a encore quand même des controverses, quelques controverses. Mais vous voyez que le niveau d'incertitude pour le clinicien qui va annoncer à la famille que le patient est décédé, le niveau d'incertitude est très bas. Les critères sont bien établis et puis on est capable de les appliquer. Ces critères-là, et légalement, c'est ça que je veux que vous compreniez bien, c'est important, depuis le Uniform Dead Donor Act en 1991 aux États-Unis, ces patients-là qui sont en mort cérébrale, légalement, sont considérés comme des patients décédés. Une fois qu'il y a un deuxième médecin qui l'a examiné, au Québec, c'est la règle, il faut qu'un deuxième médecin examine le patient est considéré légalement décédé. Le constat de décès est fait là. Ce qui fait que l'interdit d'homicide, qui est tout récemment, je pensais qu'il était un absolu dans nos sociétés, est complètement bypassé. Il n'y a pas d'interdit d'homicide ici, parce que le patient est décédé. L'avantage aussi, et c'est pour ça que ça a été développé beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'ischémie chaude. Pour vous faire ça simple, un patient qui est en mort cérébrale, pour les familles, c'est un concept qui est difficile à concevoir. Le patient, pour nous, est mort. Il n'y a plus de fonction cérébrale, souvent, mais il n'y a même plus de perfusion, il n'y a plus de sang qui va monter dans le cerveau. Mais ces organes sont en bon état et on s'assure avec nos machines, nos respirateurs et tout ça, que les organes restent bien perfusés. Alors, les organes, au moment du prélèvement, sont en excellent état parce qu'ils ont reçu suffisamment de sang et d'oxygène et sont en très, très bon état au moment du prélèvement. Donc, le DDN, c'est la forme la plus classique de don d'organes qu'on connaît. Le processus, comment il va? Bien, vous voyez que la première chose à faire, c'est d'établir le diagnostic de mort cérébrale. Après ça, on va voir les familles et on va faire consentir les familles. On va essayer de voir si le patient avait déjà exprimé leur volonté par les cartes souvent que les gens vont signer. Et si le consentement est donné par la famille parce que le patient fait partie de ses volontés, le patient est acheminé au bloc opératoire. Encore une fois, c'est difficile pour les familles parce que le patient a l'air vivant, mais légalement, il est décédé. Il est amené au bloc opératoire et on peut prélever à peu près tous les organes. Okay? Les reins, le foie, le pancréas, le poumon et le cœur, si tout ça est en bon état. Et avant cette phase-là de prélèvement, il y a une phase où on fait une évaluation des organes. On peut faire des biopsies, des examens, des bronchoscopies pour voir si les organes sont en bon état. Donc, le DDN, c'est quelque chose qui était quand même bien établi. Le DDC, c'est une nouvelle stratégie, vous avez vu tantôt, qui est apparue dans la littérature au début des années 2000 parce qu'il y avait une pénurie d'organes. C'était déjà dans la loi américaine, on pouvait, parce qu'il y a certains États qui le faisaient déjà, on pouvait procéder à des prélèvements d'organes, mais sur un critère différent qui n'était pas la mort neurologique, mais le décès par arrêt cardio-circulatoire après un certain temps. Alors, le Québec, Transplant Québec a proposé un protocole qui a été soumis à notre comité, a été soumis pour 4 établissements au Québec, dont l'hôpital de l'Enfant Jésus. Le comité d'éthique de Transplant Québec avait accepté le protocole, mais il devait y avoir une acceptation pour les différents comités des centres hospitaliers qui participaient. On n'a pas voulu donner notre imprimatur tout de suite, puis on a voulu faire le tour du jardin pour voir où étaient les enjeux, et on était accompagné là-dedans par le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les gens qui étaient sur le terrain. Première chose qui est vraiment importante de voir, c'est que les patients à lesquels s'adresse le DDC sont des patients qui sont complètement différents des patients du DDN. D'essayer d'assimiler les deux, c'est flouer les gens. Ça ne fonctionne pas. C'est des clientèles qui sont différents. Dans le protocole initial qui était proposé, c'était des patients qui avaient des drames neurologiques. Mais vous comprendrez que c'est des drames neurologiques qui sont moins sévères. Des patients qui vont avoir un traumatisme crânien important, mais qui pouvaient peut-être survivre avec des séquelles très importantes. Un ACV ou même des drames spinaux. Par exemple, des patients qui avaient une quadraplégie ou des patients qui avaient une sclérose latérale amyotrophique, pour dire quelque chose. Dans d'autres pays, d'autres organes ont été utilisés. En Angleterre, le DDC est devenu plus populaire que le DDN. Il y a plus de prélèvements en DDC maintenant parce qu'ils prennent aussi des patients qui ont des inflammations pulmonaires, ce qu'on appelle des ARDS, des patients pulmonaires chroniques ou des pathologies comme ça. Première chose que je veux... Donc, c'est des patients qui sont différents. L'autre chose, le degré d'incertitude est beaucoup plus important. Okay? La volonté des patients exprimée ou des familles peut être claire, mais l'incertitude quant au pronostic, est-ce que ce patient-là peut avoir un bon pronostic vital ou fonctionnel? On ne le sait pas, surtout particulièrement dans le traumatisme crânien où les outils qu'on a pour faire un pronostic ne sont pas si clairs que ça. Okay? Donc, le degré d'incertitude sur
comment on va, le devenir de ce patient-là, c'est pas aussi clair que ça. L'autre enjeu qui est vraiment important et que je veux vous retenir, ces patients-là, ce ne sont pas des patients qui sont décédés, ce sont des patients qui sont vivants encore. OK? Et après ça, c'est le décès, ce qu'on souhaite pour ces patients-là, pour qu'ils soient éligibles, c'est qu'il faut que la pathologie soit suffisamment importante pour que, s'il y a une entente sur le retrait des mesures actives de traitement, en éthique, on appelle ça un retrait thérapeutique, il faut que le décès du patient survienne très rapidement. Vous allez voir pourquoi tantôt. Donc, il y a un processus qui est complètement différent de ce qu'on fait en DDM. Le processus est le suivant. La première chose sur laquelle il faut s'entendre, c'est le pronostic. Quel est le pronostic de ce patient-là? Souvent, le médecin, quand il va le présenter, il va présenter à la famille le meilleur scénario puis le pire scénario. Et si souvent le meilleur scénario qu'on propose à la famille est pas conciliable avec les volontés du patient, on va décider de mettre le patient en arrêt de traitement conjointement avec la famille. C'est un processus qui se veut de collaboration. Une fois que ça c'est fait, là, on peut aborder le don d'organes. Puis ça, on va le voir tantôt. C'est vraiment important que ces deux événements-là soient séparés pour pas qu'il y ait confusion dans les rôles. Lorsqu'il y a une entente sur le retrait de mesures actives de traitement, c'est la première chose à faire. Là, on peut aborder la question du don d'organes avec la famille. Et si la famille, on pense que c'est un patient qui est éligible, c'est-à-dire qu'on pense que son décès va être rapide, il peut être un candidat pour le don d'organes après arrêt cardio-circulatoire. Dans la phase suivante, le patient va entrer dans une phase d'évaluation. Deux choses dans les phases d'évaluation. Pour le prélèvement, il faut s'assurer que les organes sont en bon état. Il faut s'assurer aussi que le patient est un patient éligible, c'est-à-dire qu'il va décéder rapidement. Je vous ai parlé tantôt de l'ischémie chaude. Un patient qui ne décède pas rapidement, ses organes ne seront pas en bon état, ils seront impropres à la greffe, alors il ne sera pas éligible. Alors, lorsqu'une fois qu'il y a une entente sur le patient est éligible, il y a une entente sur le retrait de mesures actives de traitement, le patient est acheminé au bloc opératoire. Il est désinfecté comme s'il allait avoir une chirurgie. La famille peut être présente. Les instruments chirurgicaux sont présents et l'équipe qui va prélever est en retrait de la vue des familles. Il y a un retrait des mesures actives de traitement qui se fait, c'est-à-dire qu'en français, on enlève tous les médicaments qui supportent le patient, dont le tube qui l'aide à respirer, et le patient va entrer dans une phase où on va... J'ai mis soins palliatifs, mais on aurait pu mettre des soins de fin de vie. Le patient respire toujours, etc., mais on va s'assurer qu'il demeure confortable. On va le voir tantôt, ça c'est vraiment important. Il faut que, ce bidule-là marche encore, oui, que les soins palliatifs soient administrés, et ça c'était dans le protocole de Transplant Québec, mais les soins palliatifs soient administrés de la même façon qu'il l'aurait été si le patient n'avait pas été en don d'organes. OK? Et si l'arrêt cardiaque du patient survient rapidement, en dedans d'une heure, en dedans d'une demi-heure, en plus on peut prendre le foie, le prélèvement va commencer. Et le prélèvement va commencer lorsque l'arrêt cardiaque va avoir été suffisamment long. Là-dessus, il y a une petite controverse. Il y a des endroits qui utilisent 2 minutes. Au Québec, on a décidé de prendre 5 minutes, on va y revenir. Et en Ontario, on a décidé de prendre 10 minutes de temps d'arrêt circulatoire avant de procéder au prélèvement. Lorsque le chronomètre arrive au temps limite, on procède au prélèvement d'organes. Alors, donc, le comité de bioéthique s'est penché sur le protocole. On va le voir tout à l'heure, on a amené des modifications avant parce qu'on trouvait que c'était... il fallait être plus prudent. Et après que les 20 premiers cas ont été faits au Québec, c'était le plan, on a revu ce qui s'est fait, dont les 4 cas qui ont été faits à l'enfant Jésus, pour faire des recommandations. On a fait 12 recommandations. Je vous en présenter 6 aujourd'hui. La première, et quand même qui est la plus importante, c'est que le comité de bioéthique du chat était favorable au maintien du protocole de don après DDC. Le bienfait apporté au receveur est immense et le protocole de DDC tel qu'il a été pratiqué dans le chat s'est déroulé de façon généralement satisfaisante. Je vous dis, on était d'accord avec ça, puis c'est notre recommandation qui était quand même la plus importante. Cependant, au protocole qui avait été proposé par Transplant Québec, on a amené plusieurs modifications qui ont été accueillies poliment par les organismes qui étaient dépendants, Transplant Québec et le Collège des médecins. Les 5 modifications qu'on a voulu, c'est que les équipes, je m'excuse, que les équipes soient distinctes, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui s'occupe du patient, puis que ça, ce soit clair, puis qu'il y a une deuxième équipe qui s'occupe du receveur éventuel.
On a voulu aussi limiter les interventions causant un tort. Tort, ici, c'est dans le sens de harm en éthique, OK? J'ai appelé ça ICT, j'aime ça les acronymes. C'est l'intervention causant un tort. Aussi, on a souhaité qu'il y ait un comité d'évaluation locale pour s'assurer que la pratique ne déborde pas. On a voulu aussi un suivi attentif des soins palliatifs, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et on a voulu exclure ce que nous, on avait appelé les cerveaux sains, c'est-à-dire on a voulu exclure de ce qui était proposé les patients qui avaient des quadraplégies hautes ou des scléroses latérales, des drames périphériques. Les patients sont aptes à consentir, mais si le cerveau est en bon état, vous allez voir, on avait quand même, sur la suggestion de nos intensivistes, des réserves importantes qui se sont confirmées dans la littérature. Première étape, c'est des équipes distinctes. Vraiment, on a souhaité que l'équipe traitante soit vraiment, pour les familles, clairement identifiée qui ils étaient. Premièrement, pour la phase d'évaluation du pronostic. Vous comprenez bien qu'un médecin qui va rencontrer une famille pour discuter avec eux d'un arrêt de traitement, parce que le pronostic est mauvais, si cette personne-là a en tête que c'est un bon donneur d'organes, il peut entrer en conflit d'intérêts et ça peut être dangereux. Alors, l'équipe traitante, pour l'évaluation du pronostic, on voulait que ça soit fait par l'équipe traitante, mais pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il y ait un deuxième médecin qui donne son avis sur le pronostic du patient. Et on a souhaité que ce médecin-là soit de neurologie. Premièrement, parce qu'il n'est pas impliqué dans le soin immédiat des patients. Puis deuxièmement, il y a une meilleure compétence pour connaître le pronostic à long terme du patient. L'intensiviste le traite de façon aiguë, mais il ne les revoit pas 1 an ou 2 ans après ces patients-là. Alors, un médecin de sciences neurologiques, qui soit neurochirurgien ou neurologue, est mieux placé. Cette discussion-là devait bien sûr se faire avec 4 repères qui sont importants en éthique, c'est-à-dire que l'autonomie des patients, il faut respecter les volontés du patient. On peut comprendre que des patients, même si les séquelles peuvent ne pas être importantes pour lui, c'est inacceptable. Il faut respecter l'autonomie des patients. Bien sûr, la lucidité, ça réfère à la notion de consentement. Il faut que le consentement soit bien donné de façon la plus lucide possible. L'humanité, il faut respecter l'échelle de valeur des gens. Puis c'est important de reconnaître que ces populations-là, dans ces populations-là, la décision appartient à la famille. OK? Et cette famille-là, contrairement aux maladies chroniques ou les pathologies oncologiques où les gens ont le temps de voir venir les choses, dans ces situations-là, c'est une situation aiguë. Ils sont dans le chaos. OK? Donc, ils sont, je n'aime pas dire le mot, pas à notre merci, mais vraiment, ce qu'on va leur dire, ça peut teinter énormément leur décision. Donc, je pense qu'on peut les appeler une population vulnérable. Donc, l'équipe traitante doit être réalisée tout au long, et puis le protocole DDC doit être tout au long du processus fait par 2 équipes distinctes. Puis, ce que le protocole proposait, c'est qu'il y ait un découpling. Ce qui était suggéré par le Transplant Québec, c'est que le médecin traitant, lorsqu'il y avait un accord sur le retrait de mesures actives de traitement, dans la même discussion, après abordait le don d'organes. Par la suite, quand on a revu les cas, il y a eu des questionnaires, 80 des familles étaient incapables de distinguer ce découpling-là, probablement parce qu'ils étaient dans le chaos, mais n'étaient pas capables de faire la différence. Eux, la discussion sur l'arrêt de traitement puis le don d'organes, dans leur tête, c'était tout fait en même temps. C'est pour ça que nous, on a souhaité que ce soit fait vraiment par l'équipe traitante pour s'assurer que l'intégrité des patients et l'intérêt des patients soient le mieux respectés. Les 4 repères sont encore les mêmes. Beaucoup ici pour la lucidité. Le consentement éclairé pour les familles, je pense, doit être donné par le médecin traitant et le médecin neurologue qui va venir voir le patient. La fidélité, on va y revoir tantôt, c'est plus tard. On a jugé que c'était important parce que le médecin traitant a une relation fiduciaire avec le patient et avec la famille. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas être paternaliste, mais le médecin traitant, comme les familles sont dans le chaos, ils méritent au moins un bon conseil. Il faut leur donner un conseil. Alors, comme c'est dans une situation qui est particulière, c'est pour ça qu'on jugeait que c'était vraiment important que ce soit fait par une équipe qui est restée fidèle aux patients. Encore plus, dans l'évaluation du pronostic, je vous présente une étude qui a été publiée dans le CMEG, dans 6 centres de traumato de niveau 1 canadiens. Il y a 2 auteurs, Dr Turgeon et Dr Lausier, qui font partie de notre unité chez nous. Et cette étude-là a montré des choses intéressantes, mais qui sont vraiment importantes dans ce contexte-là. Alors, c'est des patients traumatisés crâniens. Il y en avait plus de 700 dans 6 centres canadiens, dont 2 centres québécois, dont l'hôpital de l'Enfant-Jésus faisait partie de ces 6 centres-là. Les chiffres que je veux que vous voyez, c'est le taux de mortalité entre les différents
d'unités de soins intensifs pour une même pathologie, ça variait dans un facteur de 4. Il y a un centre qui avait 4 fois plus de mortalité pour les mêmes patients. Ce qui est le plus intriguant, c'est que la majorité des patients décédaient après un arrêt de traitement. Et ça variait du simple au double. 45 versus 90 pour les mêmes pathologies, il y avait 2 fois plus d'arrêts de traitement dans certains centres. Et ça se faisait très rapidement, en dedans de 3 jours. Alors ça, vous voyez que ces clientèles-là, c'est les clientèles qu'on a en DDC. Alors c'est pour ça que vraiment, la notion de séparer les équipes pour l'apparence du conflit d'intérêt que le médecin veut avoir, on jugeait que c'était très important. Je ne veux pas que vous reteniez de cette diapo-là que ça, c'est en raison du DDC que ces raisons-là sont arrivées. Ça peut être une des raisons, mais il y a probablement d'autres raisons, des raisons culturelles, des raisons sociologiques qui peuvent être impliquées là-dedans. Donc, en définitive, la proposition du don d'organes doit être exprimée aux proches après la décision du retrait de mesures actives de traitement, ce qui était décrit dans le protocole de Transplant Québec, mais d'une personne qui n'appartient pas à l'équipe traitante. Ça, pour nous, c'était vraiment une notion qui était importante. Et l'autre notion qu'on a souhaitée, c'est la fidélité du médecin traitant à son patient. Ce qu'on souhaite, c'est que le médecin qui a décidé avec la famille que le patient, on devait le mettre en arrêt de traitement, qu'il reste fidèle, même jusque dans les soins palliatifs qu'on va lui administrer, qu'il reste collé pour la famille. C'est cette personne-là qui va s'en occuper. Je l'ai vécu souvent en soins intensifs. Quand on décide de mettre un patient en arrêt de traitement, lorsqu'on s'éloigne des patients, c'est mal perçu par les familles. C'est perçu comme un abandon thérapeutique. Et puis de tenir l'épaule ou la main d'une famille quand un patient va décéder, c'est apprécié. Donc, l'équipe traitante, ce que je veux que vous reteniez, le mot magique, c'est ici, c'est l'intérêt du donneur. OK? Il y a vraiment son seul intérêt, c'est l'intérêt du donneur. La deuxième équipe qu'on a appelée l'équipe du don, dans le milieu chez nous, c'est un deuxième intensiviste qui est absolument inconnu de la famille. Lui, il va venir parler de la demande des organes, va fournir les explications sur le processus que vous avez vu qui est très complexe et il va obtenir le consentement au don. Alors, pour la famille, ils vont voir, eux, ils s'occupent du don, eux, ils s'occupent de la personne qui est présente. Et ça, on a vraiment voulu qu'il y ait éviter la problématique de la confusion des rôles. Pour vous dire que dans le New England, cette stratégie-là a même été proposée en don d'organes où les infirmières qui s'occupent des patients, lorsqu'il est un donneur potentiel, étaient mis tôt dans le processus pour accompagner les familles. Et lorsqu'il était le temps de demander les organes, c'est ces personnes-là qui allaient demander les organes. Ça, en fait, ce qu'on utilise la relation, l'alliance thérapeutique qu'on a avec un patient ou avec une famille pour ultimement améliorer le taux de don. Et c'est une stratégie qui marchait. Les gens ont réussi à obtenir un taux de don jusqu'à 70 avec cette stratégie-là. Donc, la deuxième équipe, qui est l'équipe du don, elle, son rôle, c'est avoir un intérêt pour le receveur, s'assurer que ce soit fait dans un contexte où les organes vont être en meilleur état possible. Les autres modifications qu'on a suggérées, c'est la limitation des interventions causant un tort au patient. OK? Premièrement, dans les phases d'évaluation. L'échelle Wisconsin, je n'embarquerai pas dans les détails, mais c'est une façon qu'on utilise pour savoir si les patients vont décéder rapidement lorsqu'ils sont des patients qui sont potentiellement éligibles. Lorsqu'on utilise cette échelle-là, on rend les patients un peu inconfortables. On enlève le tube, on les fait respirer par eux-mêmes, on regarde la détérioration des signes vitaux et ça peut nous donner un indice s'ils vont décéder rapidement ou pas. Mais comme ça cause un inconfort aux patients, ça nous titille un peu. Et l'autre chose, c'est la qualité des organes. Comme le patient est vivant, on veut savoir si ces organes vont être dans un bon état. Alors là, le patient n'est pas décédé. Alors la tentation, c'est de faire des biopsies de foie ou des biopsies rénales. Et ça, nous, on a souhaité que ce soit abandonné et qu'on ne puisse faire que des choses qui soient simples et qui sont non infractives pour les patients, parce que ce sont des patients vivants. Au moment du prélèvement, une chose importante qui nous a préoccupés, c'est l'utilisation des parines. L'héparine, pour les gens qui ne sont pas en médecine, c'est un anticoagulant qu'on donne aux patients avant le décès pour s'assurer que lorsque les signes vitaux vont se détériorer, que les caillots ne se forment pas, que les organes restent en bon état. Les doses d'héparine utilisées sont très élevées, sont 4 à 5 fois ce qu'on donne normalement. C'est les doses qu'on donne habituellement en chirurgie cardiaque, ce qui fait que pour des patients qui auraient par exemple un traumatisme crânien ou une hémorragie, ça pourrait causer le décès des patients. Ça nous a vraiment perturbés. Et on a laissé aux médecins traitants, s'il y avait une contre-indication à l'utilisation de ce médicament-là, le patient ne devait pas s'en aller
en DDC. Donc, la même chose pour les cannulations, on va le voir tantôt, qui peuvent être installées, ou éventuellement, par exemple, là je sais, parce que Québec Transplant me l'ont dit, ils vont commencer à faire des prélèvements de poumons bientôt. Par exemple, des examens comme des bronchoscopies chez le patient vivant, parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces examens-là, ils peuvent amener un tort au patient, mais ils ne sont pas dans son intérêt. Donc, ils sont dans l'intérêt d'un tiers, c'est-à-dire celui du receveur. Alors, ça nous amène à ça, c'est l'article 12. C'est de la loi, c'est l'article 12 du Code civil. Celui qui consent pour autrui, qui consent des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intérêt de cette personne. Le mot « seul intérêt » est très important ici. OK? C'est que, ici, les examens qu'on peut faire au patient qui est encore vivant, ces examens-là ne sont pas au bénéfice du patient qui donnerait ses organes, mais sont au bénéfice d'un tiers, c'est-à-dire du receveur. Ça, on le voit aussi dans la littérature. En Angleterre, ils ont la même préoccupation. D'un point de vue juridique, ce qu'on voulait dire, c'est que le médecin qui est là, son intérêt, c'est l'intégrité du patient. C'est encore une personne qui est vivante, donc il a droit à sa sécurité et à son intégrité. Le principe éthique, bien sûr, c'est de ne pas causer de tort au patient. C'est le principe de non-malfaisance qui est en jeu ici. On va le voir, ça peut aller très loin. L'autre modification qu'on a voulu avoir, c'est le suivi attentif des soins palliatifs. Vous avez bien compris tout à l'heure, c'est une équation qui est bien tannante en DDC et qui titille beaucoup les gens. C'est le problème du décès rapide égale bons organes. Lorsque le patient décède très rapidement, en dedans même de 30 minutes, on peut même prélever son foie. S'il décède tardivement, entre 30 minutes et 1 heure, on peut prendre les reins, on peut attendre jusqu'à 1 heure. Mais si le décès ne survient pas rapidement, les organes vont être dans un mauvais état, donc impropres à la greffe. OK? Vous voyez qu'on a voulu avoir un protocole de suivi serré de l'administration des soins palliatifs aux patients. Parce que la pression sur le médecin qui les fait est énorme. OK? Il y a la pression des pairs, les chirurgiens qui sont là pour prélever les organes. Tout le monde souhaite que le patient décède rapidement. Alors, la tentation d'escalader les doses qui vont entraîner le décès sont très fortes. La même chose, on l'a vécu pour un cas, l'enfant Jésus, où le patient ne décédait pas rapidement. La famille dit au patient, laisse-toi aller, abandonne-toi. Les familles souhaitent, et c'est vécu comme un échec par les familles. Donc, pour le médecin qui administre les soins palliatifs, la pression est très forte pour augmenter les doses puis provoquer le décès des patients. Dans le protocole québécois, les professionnels de la santé, les infirmières, les inhalothérapeutes, les médecins qui étaient présents ont été questionnés après le protocole sur les doses qui avaient été utilisées. Le tiers des répondants ont dit que les doses étaient inhabituelles, plus élevées que d'habitude. On nous a répondu à ça, mais que le 2 tiers avait dit qu'il était habituel, mais bon, ce n'est pas une raison qui était, à mon avis, correcte. Et dans la littérature, on le voit beaucoup. Il y a Charles Sprung qui a regardé dans une étude en Critical Care en 2008. Ils ont regardé comment les travailleurs de la santé percevaient les soins palliatifs en soins intensifs. Et le DDC est revenu souvent parce que les gens ont l'impression que les doses sont élevées. Encore une fois, on a voulu qu'un suivi serré parce que la règle du double effet, qui est très bien connue en soins palliatifs, doit s'appliquer à ces patients-là. Le protocole prévoyait qu'on ne devait jamais hâter la mort des patients, mais on a voulu avoir un protocole de suivi serré. Parce qu'ici, contrairement au DDN, vous l'avez compris, il y a un interdit d'homicide. Okay? On ne doit en aucune circonstance accélérer le décès des patients. L'autre modification, on a voulu qu'il y ait un comité d'évaluation local pour s'assurer que la pratique reste correcte parce que les dérives sont faciles. Alors, ce comité-là qui a été formé dépend du CNDP. On a voulu que tous les cas soient étudiés, y incluant les cas qui n'ont pas mené un don. Puis ça, je vais vous dire, on a appris plus de choses de ces cas-là que des cas qui ont mené un don. Et on a voulu que ce protocole-là soit à toutes les étapes, c'est-à-dire à l'évaluation des organes, aux soins administrés pour les soins palliatifs et pour le respect du protocole dans son ensemble. L'autre chose qu'on a voulu, puis ça, c'était sur la suggestion de nos intensivistes, qui étaient sages, c'était d'exclure les cerveaux sains, c'est-à-dire d'exclure d'emblée du protocole les patients qui avaient soit des drames spinaux ou des scléroses latérales amyotrophiques. Deux raisons à ça. La première, c'est la définition commune. Vous avez compris que la définition de la mort varie. Ça, c'est problématique. Si vous êtes en Espagne,
c'est 2 minutes à laquelle ils vont décider de prendre les organes. Au Québec, c'est 5 minutes. En Ontario, c'est 10 minutes. Puis en Alberta, ils ont décidé de ne pas le faire parce que 10 minutes, ce n'est pas suffisant. Si on faisait un test de Kikari sur le déplacement du Soleil puis le temps où la mort survient, ce serait probablement significatif. Alors, cette définition-là, qui n'est pas commune à tout le monde, a dérangé beaucoup de gens. Nous, ce qui nous dérangeait pour les cerveaux sains, c'est qu'on a dit un patient qui a un drame neurologique très grave, 5 minutes d'arrêt cardiaque, pour nous, c'est conciliable avec une voie finale commune qui serait la mort cérébrale. Et pour le patient qui part avec un cerveau qui est sain, qui est en bon état, 5 minutes, ça nous apparaît un peu court, puis on a des soucis là-dessus. Pour l'irréversibilité des lésions neurologiques. Ici, je vous dis, l'autre chose qui était, je vais revenir tout à l'heure, j'ai des exemples à vous montrer, c'est que, ça, Québec Transplant n'avait pas vu, ces patients-là sont des patients aptes, okay, qui ont des scléroses latérales amyotrophiques ou des quadriplégies. Donc, il faut discuter avec les patients. Puis, il y a peut-être des choses à lesquelles le commun des mortels ne voudrait pas consentir, mais ces patients-là pourront consentir. Vous allez le voir plus loin tantôt. En fait, le problème ici, vous l'avez compris, c'est le problème du dead donor rule. Okay? C'est que pour les intensivistes chez nous, un patient qui a un cerveau sain, 5 minutes d'arrêt cardiaque, on n'est pas sûr qu'il est mort quand on va prélever ses organes. Ça fatiguait bien gros le monde. Puis, le dead donor rule, c'est une, on va y revenir tout à l'heure, c'est une règle que, en tout cas, tout récemment, je pensais qu'on ne devait pas contourner. Ça, c'est un article que j'ai trouvé cette année dans Journal of Palliative Care qui a donné raison, je pense, à nos intensivistes. Le Non-Heart Beating Organ Donation, c'est le DDC, c'est la même chose. Ils sont aperçus pour 2 patients qui avaient des scléroses latérales amyotrophiques où le délai d'arrêt cardiaque avait été de 10 minutes. Lors du moment du prélèvement, ils monitoraient l'EEG et l'EEG du patient s'allumait. Okay? Comme il y a un cerveau sain, ça veut dire que peut-être le patient peut être conscient. On n'en est pas sûr. Un électro qui allume, ça ne veut pas dire que le patient est conscient. C'est une technologie qu'on utilise en anesthésie. Mais c'est préoccupant. Okay? La conclusion de ces gens-là, eux, c'est qu'ils monitorent toujours l'EEG puis ils s'assurent de pouvoir donner des médicaments si jamais l'électro allume. Okay? L'électroencéphalogramme allume. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a perturbé beaucoup, puis j'étais heureux de voir que c'est apparu aussi dans la littérature après. Aussi, sur la définition de la mort, ça a fait couler beaucoup d'encre. Je vous ai dit qu'au Canada, ça ne faisait pas l'unanimité. Ça a fait même la manchette des journaux nationaux où des intensivistes, surtout dans l'Ouest canadien, en Alberta, trouvaient que les familles étaient mal informées sur le décès des patients, en comprenant que la vie et la mort, c'est quelque chose qui est supposément mutuellement exclusif. Alors, ça aussi, c'était une préoccupation que les gens avaient. Le Dead Donor Rule, qu'est-ce que c'est? Ça, je veux que vous reteniez ça. C'est vraiment important parce qu'on va y revenir tout à l'heure. En fait, c'est une règle qui veut que le prélèvement, lorsqu'on le fait, ne doit jamais hâter la mort du patient. Okay? Et l'autre, c'est que le donneur doit être décédé avant le prélèvement. Dans le temps, on le faisait. La première méthode qu'on a vue, c'est avec le DDN. En DDC, le diagnostic de mort est fait sur l'arrêt cardiaque. Mais il faut être sûr qu'il n'y ait plus de fonction qui soit vitale qui soit encore présente. Ce n'est pas une loi, le Donor Rule. Okay? C'est une règle morale et déontologique qui est partagée par tout le monde, puis qu'à tout récemment, on ne voulait pas transgresser. En fait, le Dead Donor Rule est le pendant en don d'organes de la règle du double effet qu'on a en soins palliatifs. Okay? Ce n'est pas une loi, mais c'est des règles morales qu'on se donne pour être sûr de ne pas dériver. Alors, les gens ont très rapidement vu qu'en DDC, ça plafonnait, puis que cette règle-là faisait qu'il y a beaucoup de patients qui étaient inéligibles au don d'organes, puis souvent les organes n'étaient pas nécessairement d'un bon état. Alors, la première chose que j'ai trouvée dans la littérature, c'était publié dans Critical Care, c'est ce que j'ai appelé le contournement. C'est à l'Université de l'Illinois, c'est à Chicago, c'est 5 enfants qui avaient eu des drames neurologiques importants, donc qui les amenaient en DDC. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de les amener au bloc opératoire. Avant le décès, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a installé des canules fémorales que vous voyez ici, avec une CEC, puis on a ouvert le cou, puis on est allé mettre 2 lacets autour de leur carotide, sans y toucher. Après ça, on a procédé au retrait de mesures actives de traitement au bloc opératoire. On a extubé les patients, on leur a donné de la sédation. Lorsque le cœur a arrêté de battre, on n'a pas attendu 2, 5 ou 10 minutes, on a attendu 75 secondes. Quand l'arrêt cardiaque, après 75 secondes d'arrêt cardiaque,
ils ont ligaturé les deux carotides, ils ont parti la CEC, ils ont reparti le cœur. Alors, tous les organes étaient propres à la greffe. Ils ont prélevé tous les organes, y incluant le cœur. OK? Et là, ils ont dit, pour dire que le patient était décédé, qu'il était décédé maintenant d'une non-circulation cérébrale. Vous voyez que le Dead Donor Rule, ça préoccupe beaucoup de gens, puis les gens sont astucieux pour trouver des techniques pour la contourner. Il y a un moratoire là-dessus, vous comprendrez, parce que les gens ont dit non, ça ne marche pas votre affaire. Mais à partir de ce moment-là, dans la littérature, on en voit plein. Surtout en éthique, je vous dirais, depuis 10 ans, j'ai trouvé à peu près une vingtaine d'articles où les gens disent on ne devrait plus respecter la règle du Dead Donor Rule, on devrait même prélever chez les patients avant qu'ils soient décédés. OK? Je l'ai trouvé, ça c'est un projet, si ça vous intéresse, vous irez voir. C'est sur l'Institut Kennedy en éthique. Ils ont plusieurs articles là-dessus, puis un projet. Alors, ce que j'ai vu dans la littérature, c'est tout récemment, c'est au mois d'octobre dans le New England Journal of Medicine, dans Perspective. Tout simplement, ce qu'on propose maintenant, c'est complètement abandonner le Dead Donor Rule et de prélever les patients avant même qu'ils soient décédés. Celui qui était pour, c'est Robert Trugg, qui est un intensiviste pédiatrique de renom, qui fait beaucoup d'éthique. Lui est pour cette règle-là de l'abandon du Dead Donor Rule. Et puis, celui qui est contre, c'est James Bernard, qui est un neuro-intensiviste à Hanover, au Maryland, qui, lui, est contre. OK? Là, suivez-moi bien, je vais vous montrer l'astuce. Ça, c'est commencé à Brown University. C'est le protocole Morissette. Ce qu'ils font, OK? Ils font la même chose qu'on fait en DDC. Ils établissent le pronostic du patient. Si le pronostic est mauvais, il y a une entente avec la famille sur un retrait de mesures actives de traitement. La famille ne veut pas que le patient survive. Ce qu'ils font, c'est que s'il y a une entente sur le retrait de mesures actives de traitement, ils acheminent le patient directement au bloc opératoire. On prélève les 2 reins, on prélève une partie du foie, on referme le patient, on l'amène après ça aux soins intensifs et on refait un retrait de mesures actives de traitement, puis on institue des soins palliatifs, puis le patient va décéder. Vous comprenez que c'est un abandon complet du Dead Donor Rule et les gens qui sont pour cette règle-là, ce qu'ils disent, c'est que bien sûr, ça augmente la qualité des organes. Hein, les patients sont prélevés alors que le sang circule encore. Les organes sont donc d'excellente qualité. Bien sûr, ça augmente la quantité d'organes disponibles parce que le bassin de patients pour lequel on peut faire ça est très important. OK? L'autre problème que ça contourne, c'est la controverse de la définition de la mort. Hein, le 2, le 5 ou le 10 minutes, vous n'êtes pas obligé de la contourner parce que le patient revient aux soins intensifs. Comme l'urémie va arriver dans une semaine, il peut mourir dans 2 heures, 2 jours. Ça ne pose pas de problème de ce point de vue-là. L'argument des gens qui sont pour, c'est intéressant parce que moi, je n'étais pas d'accord du tout avec l'auteur parce que ce qui amenait comme cas, c'est un cas à l'Université de Pennsylvanie. C'est une jeune patiente de 14 ans qui avait un drame neurologique important. Puis sa mère, pour elle, c'était vraiment important qu'elle donne ses organes. Alors, elle invoquait le respect de l'autonomie en fin de vie. Ce qu'ils invoquent, c'est qu'il y a un déplacement de l'intérêt du patient. En fin de vie, l'intérêt, c'est pas de survivre, c'est de donner ses organes. Si c'est quelque chose qui est important, il faut respecter l'autonomie du patient. Alors, c'est ce respect de l'autonomie-là qu'on veut, qu'on amène comme concept. L'autre concept qu'on amène, c'est le tort le harm, le principe de non-malfaisance. C'est que quand la mort est imminente, comme le patient est en fin de vie, mais le tort qu'on peut y causer, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il minimise un peu le fait du tort qu'on fait. Ceux qui sont contre, bien, il y en a 2 là-dedans, ça c'est de mon invention personnelle. Là. Les autres étaient par l'auteur. Moi, le problème que j'ai, mais le plus important, c'est le problème de consentement. Ça, le Pure Autonomy, c'est les concepts de Children, puis Beauchamp et Childress, sur le principe de... Il reste combien de temps, Hubert? OK, on va faire vite. C'est qu'il y a différents niveaux hein, dans l'autonomie des patients. Il y a le niveau le plus bas, c'est le meilleur intérêt du patient. Le classique, c'est les enfants ou les patients déficients. Ils ne sont pas capables de s'exprimer, donc on va prendre leur meilleur intérêt. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le consentement substitué. C'est-à-dire que le patient n'est pas apte, mais il y a de ses proches qui disent « il voulait ça, c'est probablement ce qu'il aurait voulu », donc on se fie aux volontés qui auraient été exprimées. Le troisième niveau qui est le plus important, c'est celui du Pure Autonomy, c'est-à-dire que sur une décision comme ça, c'est vraiment le patient qui a dit « si je suis dans cette situation-là, c'est vraiment ça que je veux ». Okay? Alors, dans une situation comme ça,
moi, je pense que le patient n'a pas consenti à ça. Quand un patient signe sa carte de don d'organes, c'est comme une question référendaire. Une question référendaire, hein, c'est une question qui est tellement compliquée que même la personne qui la pose ne sait pas ce qu'il veut dire, mais il connaît la réponse qu'il veut avoir, par exemple. Alors, en don d'organes, quand on pose une question, voulez-vous donner vos organes? Je pense que la majorité des gens y répondent. Quand je vais être mort, je suis d'accord, vous préleviez mes organes. Mais la question ici, c'est pas ça. C'est, alors même que je serais encore vivant, seriez-vous d'accord à ce qu'on prélève mes organes? Alors, c'est pas le même niveau de consentement. Je ne pense pas que le consentement qu'on a actuellement pourrait nous permettre de faire ça. L'autre chose, j'appelle ça, moi, c'est une troisième voie qui est complètement différente du DDN et du DDC. J'ai appelé ça le DND. Hein, c'est le don de patients non décédés. OK? C'est vraiment ça, puis il ne s'en cache pas. Là, alors, c'est une troisième voie qui est complètement différente. Puis les auteurs disent, ceux qui sont contre, c'est que la Dead Donor Rule, c'est quand même la gardienne des égarements importants en don d'organes pour éviter qu'on élargisse le bassin et qu'on aille chercher des organes un peu partout. Encore une fois, ça s'adresse à des personnes qui sont vulnérables. Les patients, les familles qui consentent sont dans le chaos. C'est très difficile pour eux autres et on devrait les assimiler à des populations vulnérables. Le principe de non-malfaisance, moi, de dire que faire une laparotomie à un patient puis prélever une partie de son foie puis des deux reins, ça ne cause pas de tort. J'ai un petit peu de misère avec ça. Vous avez vu, nous autres, dans DDC, on s'enfarge même dans l'héparine. Alors, ils s'enfargent dans pas mal moins que nous autres. Et je pense qu'ultimement, c'est ça l'argument, je pense, majeur, c'est la méfiance que ça peut générer dans la population envers le système de don d'organes qui, ultimement, va probablement amener à une diminution du don. Dans le projet MUSE que j'ai montré dans l'Institut Kennedy en éthique, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites pour voir si ça risque d'arriver. Dernière chose dont je vais vous entretenir assez rapidement, c'est ce que j'ai appelé le don d'organes après euthanasie, le DDE. La loi 52 au Québec devrait être entérinée sous peu. Elle est similaire à la loi belge. En fait, c'est qu'on ne lève pas l'interdit d'homicide. Ça, c'est vraiment important que les gens comprennent ça. L'interdit d'homicide reste présent. C'est qu'on a défini des critères à respecter pour éviter que le procureur général de Québec ne retienne des charges d'homicide contre le médecin qui le ferait. Michel, c'est à peu près ça que je dois dire, c'est à peu près ça, puis il ne les acheminerait pas au Canada. L'aide médicale à mourir, il ne faut pas se le cacher, c'est de l'euthanasie. C'est qu'on encadre l'interdit d'homicide. C'est vraiment ça qu'on fait dans la loi 52. C'est des critères qui sont hautement interprétables. Le propos que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas de parler d'euthanasie, mais vous le savez, on parle de maladies incurables, de patients en fin de vie qu'on ne définit pas. Alors la question, est-ce que des patients qui pourraient être des patients éligibles pour le don d'organes? Alors la réponse à ça, c'est oui. Ce que je vous présente ici, c'est un article, c'est le premier, il y en a eu d'autres, dans Transplantation Proceeding, c'est l'expérience belge. En Belgique, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que l'euthanasie, on a légiféré sur l'euthanasie en 2002. Le premier article qui a été écrit sur le don d'organes après euthanasie, c'est en 2005. Ça leur a pris 3 ans. Je m'attends qu'au Québec, ça va prendre moins que 3 ans, parce que probablement qu'on va se fier à leur expérience. Les patients qu'ils ont pris, vous avez compris, c'est des patients, pour que ça respecte la loi 52, il faut qu'ils soient aptes, il faut qu'il y ait une maladie incurable. Les patients qu'ils ont pris sont des patients qui avaient des scléroses latérales amyotrophiques ou des scléroses en plaques qui voulaient être euthanasiés. À ce moment-là, ce qu'ils ont fait, ils ont procédé, eux, à l'euthanasie et après, ils ont procédé comme un DDC par la suite. Dans la littérature, qui pourrait être ces patients-là? Bien sûr, des patients aptes, il faut que ça respecte la loi 52, il faut que ce soit des pathologies non oncologiques, alors sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques. Je me fie à l'expérience belge, il y a d'autres choses aussi, vous avez juste à aller voir sur l'Internet, vous allez en avoir plein, pour autant qu'il n'y ait pas de pathologie oncologique. Dans Journal of Bioethics, il y en a plein des articles. J'ai fait sur PubMed 3 mots, Organ Donation, Euthanasie, il est sorti 680 articles. Donc, oui, il va probablement y en avoir. Et là, maintenant, les gens ne s'en fâchent plus sur les concepts, ils sont rendus dans les techniques. OK, je n'embarquerai pas dans le détail, mais vous voyez ici que dans cet article-là, la technique qui est où il y a le plus de promotion, c'est l'organ donation euthanasia, c'est-à-dire que ce n'est pas compliqué. Le patient qui veut être euthanasié, il est amené au bloc opératoire, il est mis sous anesthésie générale, on prend tous ses organes et lorsque le cœur est prélevé, le décès est constaté. Alors, c'est vers ça que des gens souhaitent qu'on aille. Message à retenir, j'en voudrais 4 que vous reteniez.
OK? Le DDN, c'est quand même, il y a peu de controverses, mais il y en a quand même. Ça reste un débat d'experts. J'ai parlé du Whole Brain Dead, le Brainstem Dead, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement canné. Le DDC, ce que je veux que vous reteniez, c'est l'intégrité des patients. Ce sont des patients vivants. Tout au cours du processus, il faut en tenir compte. Il y a les critères de mort qui sont... faudrait essayer de trouver des critères communs, puis il faut encadrer les soins palliatifs parce qu'il ne faut pas accélérer le décès des patients. Le DND, c'est le prélèvement chez des patients non décédés, c'est-à-dire qui prônent l'abandon du Dead on a Rule. Bien sûr, c'est un conflit entre l'autonomie des patients, puis encore une fois, si c'est pour arriver, je pense que ça devrait être des patients qui le demandent, puis qui le réitèrent, qui en fassent la demande, et le principe de non-malfaisance. C'est sûr que le principe d'autonomie est un principe qui est vraiment très important. Jusqu'où on peut aller en non-malfaisance pour passer outre, il va falloir qu'on en discute. Mais ultimement, j'ai vraiment peur que cette approche-là amène une méfiance importante envers le système de dons. Dernier message, le DDE, c'est l'extrême limite du principe d'autonomie. Hein? Je n'embarquerai pas dans ce débat-là. Les gens qui sont pour prônent l'altruisme. C'est sûr que si l'intention, c'est de respecter l'autonomie des patients, on peut appeler ça de l'altruisme. Mais la motivation, je pense qu'on devrait plus parler d'utilitarisme. Le dernier message que je vais vous retenir, c'est celui de Jacques Grandmaison. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que, quand vous le lisez, c'est un problème qui est complexe. Puis dans les problèmes complexes, on ne peut pas avoir une réponse simple. Alors, je pense qu'il faut en débattre. Merci beaucoup.